d'information sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs, les titres de ce journal. Après la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les élus locaux n'oublient pas l'action de l'homme d'État au cours de sa gestion du ministère de l'Intérieur. De 2010 à 2018, le défunt Premier ministre aura établi de grandes réformes, restructurant ainsi l'administration territoriale en Côte d'Ivoire. Effondrement d'immeubles. Une semaine après, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu sur les lieux des drames dans la commune de Cocody et selon Bruno Nagbané-Koné, la responsabilité des personnes fautives sera établie et elles ne resteront pas impunies. Le bilan de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Le lendemain du vote, les avis sont partagés. Le parti au pouvoir félicite le climat de paix qui a régné et les candidats d'opposition qualifient le scrutin de chaotique et catastrophique, évoquant ainsi des irrégularités. Bienvenue dans ce 23h. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé vendredi dernier à Séguéla. De lui, on retient de grandes qualités pour ce qui est en tout cas de sa personne, mais aussi de ses fonctions occupées au sein du gouvernement ivoirien. De 2010 à 2018, en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il aura impacté le fonctionnement des collectivités. L'administration territoriale en Côte d'Ivoire a enregistré un grand nombre de réformes que rappelle ici Mamadou Kouassi. La préfecture d'Odiéné reconstruite et entièrement équipée, à l'image de ce chef-lieu de région, ce sont plusieurs villes de Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de reconstruction et de réfection de préfectures et de commissariats. À cela s'ajoute l'acquisition des matériels roulants. Des actions qui portent les marques d'Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'époque. C'est lui qui défendait ce dossier auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes entre 2012 et 2013. Il s'agissait pour lui de contribuer à l'instauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire aux sorties des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Mais le corps préfectoral n'est pas le seul bénéficiaire de ces réformes, initiées par Ahmed Bakayoko dans le cadre de la décentralisation. Les élections municipales et régionales de 2013 ont apporté beaucoup de changements chez les élus locaux. Il a contribué à restaurer toutes les zones dites CNO à l'époque aux collectivités territoriales. Et nous avons vu sa participation au niveau de la loi de 2013 sur les collectivités. Je prends le cas de la création de notre fêtière, la RDCI, à l'époque ARCI. À peine la demande d'agrément était rentrée à son bureau que les jours qui ont suivi, nous avons eu notre agrément. Il a même aussi aidé la fêtière à être une association d'utilité publique. Déjà à partir de 2013, au niveau de l'administration, pratiquement au niveau de toutes les collectivités, le ministre Ahmed Bakayoko a mis un point d'honneur sur la présence des fonctionnaires auprès des élus locaux. C'était un. Deuxièmement, toutes les mairies qui avaient été éprouvées par cette longue crise militaro-politique qu'on avait connue, en moins de 2 ans, Ahmed a travaillé à rééquiper toutes ces collectivités, à mettre en place toutes les entités qui permettent aux collectivités de fonctionner, c'est-à-dire les préfectures, les sous-préfectures, les commissariats. Nassireba Touré, maire de la commune d'Odiéné et premier vainqueur du prix d'excellence du meilleur élu local, se souvient encore de l'apport de ce prix, initié par Ahmed Bakayoko. C'est un prix qui m'a galvanisé, qui m'a boosté et qui m'a permis de mieux faire. Et je peux dire que ça a payé, puisque j'ai été réélu pour un 2e mandat en 2018. Aujourd'hui, à Luvikosi, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'on se souvient également des efforts consentis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'époque. En tant que ministre de l'Intérieur, a contribué à la reconnaissance de l'Union des villes et communes en tant qu'association d'utilité publique, ce qui nous donne droit aujourd'hui à une subvention pour nos actions en faveur des villes et communes de Côte d'Ivoire. Aussi, c'est sous lui que nous avons, au niveau de l'Union des villes, pu obtenir un terrain
en vue de la construction du siège qui va donner une autre image aux villes et communes. Dans les mairies comme dans les conseils régionaux, les agents de ces collectivités territoriales ont obtenu une revalorisation salariale et plusieurs autres avantages. Depuis 2013, le nombre de régions a atteint les 31 et le nombre de communes est passé depuis 2018 de 197 à 201. En une décennie, Ahmed Bakayoko aura laissé ses empreintes au niveau des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Même en sa qualité de Premier ministre, il a continué, selon les élus locaux, à faire une part belle aux collectivités de Côte d'Ivoire. Il y a eu un programme à impact rapide qui a permis à beaucoup de régions de réaliser des projets pour nos parents. En ce qui concerne la région d'Unzi, nous avons bénéficié de construction de logements sociaux pour les infirmiers et sages-femmes, un centre de santé intégré à Lengbe-Kwasi-Blekro, dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, et 4500 tabans. Il était prêt à aider les élus locaux à bénéficier de projets qui, en dehors de l'appui budgétaire normal. Aujourd'hui, c'est toute une corporation qui perd l'un de ses membres importants, car le Premier ministre Ahmed Bakayoko était également le maire de la commune d'Abobo depuis 2018. Une fonction qu'il voulait mettre à profit pour changer le visage d'Abobo. Mais hélas, la grande faucheuse est passée par là le 10 mars dernier, anéantissant ainsi les ambitions de ce grand acteur du développement local. Et l'on se souviendra certainement longtemps du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko grâce à ses actions. Toutes les chancelleries ivoiriennes à l'étranger sont aussi dans le deuil. À l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana, un livre de condoléances a été ouvert. Ivoiriens et personnalités diplomatiques résidant dans le pays ont traduit leur compassion. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire n'est pas seule dans le deuil qui frappe le pays. Les hommages au Premier ministre Ahmed Bakayoko sont enregistrés dans la sous-région. Le corps diplomatique accrédité au Ghana salue la mémoire de l'ex-chef du gouvernement ivoirien. Un livre de condoléances a été ouvert à la chancellerie de Côte d'Ivoire par l'ambassadeur Timoko Moriko. Une quarantaine de personnalités ont signé ce livre et ont exprimé leur compassion à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. Également présents des Ivoiriens résidant au Ghana ainsi que des associations de partis politiques ivoiriens. Également, loin du sol ivoirien en Afrique du Sud, la représentation diplomatique ivoirienne portait aussi le deuil. Les drapeaux ont été mis en berne. Le récit de Didier Nguessan. Ambassade de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. L'instant est solennel. Son Excellence Sakaria Koné, entouré de ses collaborateurs, assiste à la mise en berne du drapeau ivoirien en présence de la communauté ivoirienne en Afrique du Sud. Une cérémonie militaire qui fait suite au décret présidentiel du 11 mars dernier portant déclaration de 8 jours de deuil national en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Sur l'hymne national, l'abidjanaise, le drapeau est d'abord hissé en haut du mât. Ensuite, il est abaissé à mi-hauteur et hors d'atteinte. Symbole de deuil, la mise en berne du drapeau intervient en cas d'événement tragique. Elle est exécutée aussi bien sur le territoire national que dans les représentations diplomatiques. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada a aussi rendu hommage au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, inhumé vendredi dernier à Séguéla. Devant la photo de l'illustre disparu, on le voit exposé dans les locaux de la représentation diplomatique à Ottawa. L'ambassadeur Philbert Fangidi a posé une gerbe de fleurs en signe d'hommage à l'illustre disparu. Il a été imité dans ce geste par le personnel de l'ambassade et des membres de la communauté ivoirienne vivant au Canada. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada a salué l'œuvre de l'homme d'État qu'il était, le qualifiant d'homme de consensus. Le diplomate lui a reconnu notamment d'avoir mené à bien le dialogue politique ayant permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec l'apaisement. Nous passons à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire.
Ce 22 mars, 291 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Également, 107 nouveaux cas de guérison et 2 cas de décès sont également sur le bilan Covid de cette journée. En comptant tout, en Côte d'Ivoire, 40 601 cas confirmés, dont 36 502 personnes guéries, 222 personnes malheureusement décédées. Il reste encore 3 877 cas actifs. Veillons tous au respect des mesures barrières. Et le gouvernement a également publié ses observations sur la situation sanitaire de la période allant du 8 au dimanche 21 mars dernier. Il en ressort que la vaccination contre la Covid-19 enregistre ici une baisse de sujets vaccinés. La raison serait la polémique mondiale sur le vaccin AstraZeneca. Des précisions dans ce rapport livré par Jean-Marc Djadji. Au cours de la quinzaine écoulée, la pandémie de la Covid-19 continue d'évoluer avec une augmentation de 5 123 nouveaux cas confirmés et un taux moyen général de positivité de 8,31%. En effet, de la quinzaine précédente à celle qui vient de s'écouler, le nombre de nouveaux cas a progressé de 61,81%. Les cas actifs ont également connu une hausse significative de plus de 52%. La journée du 20 mars a connu une baisse du nombre de personnes vaccinées à 468. Cette situation est causée par la polémique en Europe sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca. Pour la poursuite de la vaccination avec les 10 vaccins en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut ici rassurer les populations que le pays dispose d'un dispositif de surveillance des MAPI, c'est-à-dire les manifestations adverses post-vaccinales, très opérationnel et efficace. Aucun effet secondaire mortel, ni même grave, n'a été signalé à ce jour. Ce 143e point sécuritaire national est l'occasion pour la police nationale d'inviter encore les populations à se faire vacciner. Nous voudrions inviter, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nos compatriotes à l'administration de ce vaccin. Les forces de défense et de sécurité ont réitéré leurs condoléances à la famille du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au nom de toutes les forces de police nationales de Côte d'Ivoire et plus loin des autres composantes des forces de défense et de sécurité, nous incliner respectueusement devant la mémoire de ce grand serviteur de l'État, on ne le dira jamais assez, qui a apporté autant qu'il a pu, en tout cas beaucoup, à notre police nationale, à nos forces de défense et de sécurité. La Covid-19 est toujours présente. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte donc les populations à toujours fréquenter les structures de santé publiques et privées en cas de nécessité. L'appel est respecté par le personnel des institutions internationales. Elle participe à la campagne de vaccination contre la Covid-19. La campagne est en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. 488 agents du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire participent à cette opération. Certains ont été vaccinés ce jour, nous dit Herman Guivet. Parc des sports de Trècheville. Centre de vaccination anti-Covid. Le docteur Jean-Marie Vianney-Yaméogo est le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, il fait partie des 488 personnes, personnels et dépendants du système des Nations Unies dans le pays qui recevront leur première dose de vaccin anti-Covid. En se présentant dans ce centre de vaccination, il répond à l'appel du gouvernement de Côte d'Ivoire, invitant les populations cibles à se faire vacciner contre la Covid-19. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons aussi toutes les interactions avec les communautés ivoiriennes. Donc nous sommes aussi dans la population éligible selon les critères du gouvernement. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et lorsque nous sommes arrivés, vous avez vu que le circuit est extrêmement très simple. Il y a d'abord l'inscription et j'apprécie vraiment l'accueil. L'accueil est extrêmement important. Et là, c'est un appel à la population. Venez vous faire vacciner. Parce qu'il y a une innocuité totale du vaccin. Nous en avons la preuve. Et vous prenez votre première dose et après 4 semaines, vous venez pour votre deuxième dose. Dans les couloirs du centre de vaccination anti-Covid, l'action de vaccination suit tranquillement son cours, par petits groupes, entre amis
ou en famille, on vient se faire vacciner contre la maladie. C'est au tour d'Angèle Djorossou, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, de recevoir sa première dose de vaccin anti-Covid. Quelques secondes suffisent et la voici vaccinée contre la maladie. L'étape vaccination est tout à fait salutaire parce que ça fait partie des mesures pour se protéger et pour protéger les autres. Et donc je dis bravo au système des Nations Unies qui l'a mis en place aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire dans son ensemble, mobilisé pour prendre part à cette campagne de vaccination. Philippe Poinceau est le coordonnateur résident du système des Nations Unies pour le développement dans le pays. Nous sommes venus avec plusieurs chefs d'agence du système des Nations Unies qui correspondent aux critères établis par le gouvernement, c'est-à-dire soit plus de 50 ans ou présentant des pathologies à risque pour nous faire vacciner. Voilà, donc c'est un moyen pour nous de montrer l'exemple et d'inviter toutes celles et ceux, et ils se reconnaîtront, qui tombent dans cette catégorie fixée par le gouvernement, de venir et participer à cet exercice de vaccination nationale. Je crois que cet exercice est nécessaire. Ce n'est qu'à travers une forte immunité collective que nous allons pouvoir nous débarrasser en quelque sorte de cette pandémie et de ce virus qui circule. Le vaccin terminé, tous se conforment à la phase de mise en observation. Histoire de s'assurer que tout va bien, ils passeront sans problème cette phase d'observation avant de brandir fièrement leur certificat de vaccination qui confirme qu'ils ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid. Et avec la Covid-19, les récurrents effondrements d'immeubles sont une cause de mortalité dans notre pays. Ce lundi, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a levé le ton. Désormais, toute construction illégale sera l'objet de saisine du procureur et les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Jean-Luc Bambo. Des véhicules irrécupérables, totalement engloutis par les gravats. Des gravats qui proviennent de cet immeuble à la Riviera Bonoumé. 3 balcons se sont détachés pour se retrouver au pied du bâtiment. On a entendu un bruit, un très grand bruit. Et quand on a regardé, par les fenêtres, on a vu que les voitures étaient sous les briquet-routes. Donc on a couru. Le premier réflexe, c'était de sortir du bâtiment parce qu'on ne savait pas au juste qu'est-ce qui se passait. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mariam est l'une des rares habitantes de l'immeuble que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a trouvé sur place à son passage sur le site du sinistre. Dès que ça arrive, c'est le ministère de la Construction. Au-delà de ça, nous sommes des hommes, donc nous venons apporter notre compassion les Ivoiriens qui sont touchés. Même cas de figure à Riviera Anono, toujours dans la même commune de Cocody. Un immeuble de type R+5 en construction s'est totalement effondré le 12 mars dernier. Ici, les conséquences sont plus désastreuses. 13 morts, une dizaine de blessés et des populations encore traumatisées. Les enfants étaient traumatisés. Pendant une semaine, on a quitté ici pour laisser les policiers et tout le monde travailler. Mais bon, ça va maintenant. On a vu venir, on a même essayé d'avertir ceux qui étaient en train de construire que l'immeuble, mais ils nous ont dit qu'on n'est pas dans le domaine, qu'on s'y connaît pas, on ne sait pas. En fait, eux, ils ont pris déjà les dispositions qu'il n'y aura rien. Pourtant, tous ceux qui passaient par là disaient que l'immeuble, on voyait même en train de s'incliner. C'est un ministre particulièrement remonté après cette visite qui a reçu les journalistes pour une conférence de presse à son cabinet. Je suis révolté, comme tout le monde, sauf que moi, je fais en sorte de me révolter contre les personnes qui méritent notre courroux. Il n'y a pas plus responsable que celui qui construit. Celui que nous appelons, dans notre jargon, le maître d'ouvrage. C'est lui qui a la première responsabilité de la sécurité du bâtiment. J'allais dire, d'abord, c'est son intérêt à lui. Si c'est lui qui va habiter le bâtiment, c'est son intérêt à lui. Comment imaginer que quelqu'un d'autre soit garant de ma sécurité à moi, de la maison que je suis en train de construire moi-même et dans laquelle je vais loger? Bruno Koné a appelé les constructeurs de bâtiments à faire preuve de responsabilité dans l'exécution de leurs prestations. Tant que ces personnes qui construisent ne sont pas responsables
ne sont pas sanctionnés par rapport aux défaillances éventuelles sur les constructions qu'elles réalisent, ces personnes-là, on risquera malheureusement de continuer à avoir des cas comme ceux que nous venons de voir. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon nos lois et la réglementation en vigueur. Tout est mis en œuvre pour traquer les constructions illégales. Elles feront désormais l'objet de saisies, a prévenu le ministre Bruno Koné. Leurs propriétaires, quant à eux, risquent des peines de prison allant de 1 à 24 mois et des amendes de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Intéressons-nous à présent à d'autres délits, les crimes économiques et financiers. Pour protéger les économies ouest-africaines et les populations, les enquêteurs et procureurs ont reçu une formation sur les outils de lutte contre le blanchiment de capitaux et également les affaires de financement du terrorisme. Le point de Lanciné Bakayoko. Ces dernières années, les rapports d'évaluation rendus par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, révèlent un faible taux de condamnation et même de confiscation des actifs obtenus de la commission d'infraction liée aux activités criminelles perpétrées au sein de notre sous-région. Cette formation vient donc accroître la marge d'action des autorités en charge des enquêtes et des poursuites pénales. La multiplication des enquêtes, des condamnations, ainsi que des saisies et gels des avoirs illicites pourraient constituer des armes capables de freiner, voire de décourager l'action des criminels pour rendre efficace la bonne gouvernance et le développement de nos États. Ces défis transnationaux commandent d'agir avec célérité dans une dynamique de coordination, notamment en matière de techniques d'enquête, d'opérations d'infiltrage, de retraçage et de recouvrement des fonds illicites, ou encore de maîtrise du cyberespace ou des monnaies virtuelles. Nous devons apporter une riposte vigoureuse et appropriée, non seulement en dépossédant les criminels du produit de leurs crimes, mais aussi et surtout en privant les terroristes de leurs moyens de subsistance et d'action par des cadres juridiques et institutionnels robustes. En avant-garde de la lutte, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort pour venir à bout du blanchiment d'argent. Le blanchiment des capitaux affecte considérablement nos économies en réduisant les recettes fiscales et donc l'investissement public et partant la croissance. L'argent sale menace notre sécurité et plusieurs produits qui mettent à mal la survie de nos populations. Les travaux se poursuivent jusqu'au 26 mars prochain et devraient aboutir à une réorganisation du dispositif réglementaire pour une lutte intégrale et sans merci. Nous parlons toujours de sécurité, cette fois d'ordre territorial. Des exercices de sécurité maritime ont été lancés. L'opération est dénommée Obangamé Express 2021. C'est une action conjointe des marines du golfe de Guinée. Nous en parlons avec Abou Sanogo. Cet événement régional se jouera sous la coupole des États-Unis d'Amérique. Ainsi, pendant 7 jours, les marines des pays du golfe de Guinée devront manœuvrer en mer aux côtés des navires de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Il s'agira de mettre en œuvre des scénarios conjointement conçus pour la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale non réglementée et non déclarée, la pollution maritime, le narcotrafic, la recherche en mer et le trafic d'armes. En d'autres termes, à travers les exercices Obangamé, le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, avec l'appui des autres puissances et les institutions régionales, donne du contenu aux accords de Yaoundé pour atteindre des objectifs qui sont, entre autres, mettre en application les accords maritimes régionaux, tester l'interopérabilité entre les marines et entre les structures nationales, régionales, européennes et américaines dans un large éventail d'activités navales. L'exercice se déroule dans tout le golfe de Guinée, de l'Angola jusqu'au Sénégal. La zone qui nous intéresse, ce sont les eaux ivoiriennes, avec essentiellement 2 côtes qui seront activées. Un cône, le cône principal à Abidjan et un cône secondaire à San Pedro. Un symposium aura lieu à l'effet, entre autres, d'examiner les options permettant de mieux intégrer tous les acteurs du domaine maritime, les partenaires internationaux et industriels dans les opérations. Dans le cadre de ces exercices Obangamé Express 2021, la Marine nationale engagera, entre autres, 3 patrouilleurs, des embarcations type commando,
un aéronef, des vedettes et 4 équipes de visite. La question du travail des enfants préoccupe l'ONG Les Amis de San Pedro. Dans les plantations de cacao, Sam Conan a assisté à une session de sensibilisation contre le travail des enfants dans la cacaoculture. On regarde. Dans le village de Bida, dans la sous-préfecture de Gabiagui, les producteurs de cacao ont été sensibilisés sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Pour le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, qui fait la promotion du cacao ivoirien en Europe, il faut faire la part des choses. Un enfant peut aller au champ, mais il y a des tâches légères. C'est ce qu'on appelle le travail socialisant. Même en Europe, même les enfants en 3e, ils font des stages dans les entreprises pour apprendre le travail socialisant. Nous en faisons ici aussi dans le cacao. Un enfant ne peut pas faire l'abattage des arbres, il ne peut pas faire le dépouchage, il peut aider au piquetage. Ça, c'est des tâches légères. Et ça lui permet de comprendre la vie. Et puis quand il va à l'école, il devient plus fort. Parce qu'après, il peut être l'héritier de la plantation de son papa pour pouvoir pérenniser le cacao. Le fait de venir nous dire que nos enfants ne doivent pas travailler assez dur dans nos plantations, nous pensons que c'est une bonne chose. Il faut sensibiliser dans ce sens-là. Les enfants ont le droit d'aller à l'école. Le cacao ivoirien, de la pépinière à la fabrication du chocolat, en passant par la cueillette, l'écaboussage et le séchage, un film documentaire retraçant le processus présenté aux élèves qui ont eu l'occasion de déguster du chocolat et de recevoir des ouvrages. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en phase de transformation de sa masse de cacao. Donc il faut bien des consommateurs. Donc ces enfants ont apprécié le chocolat qu'on leur a donné, ça leur donne goût au chocolat. Et en plus, on leur a appris les vertus du chocolat. Le chocolat qu'on nous a partagé, c'était bien. Et c'était la bonne qualité. Arrivé à la maison, je vais dire à mes parents que le matin, chaque jour que je me réveille avant de revenir à l'école, mon petit déjeuner qui me donne du chocolat. Le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, soucieux de la santé des producteurs de cacao du village de Bida, leur a remis un lot de médicaments et du matériel médical. À présent, voyons l'actualité au Congo-Brazzaville. La journée d'hier était dédiée au vote pour le premier tour de la présidentielle. Denis Sassou Nguesso, qui brigue un nouveau mandat de 5 ans, avait face à lui 6 adversaires. Le bilan après ce scrutin est différent pour toutes les parties. L'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été coupé durant le vote. L'opposition parle d'une journée électorale, plutôt le pouvoir parle d'une journée électorale apaisée et sereine dans tout le pays. Et l'opposition est d'un autre avis. Certains des candidats qualifient le scrutin de chaotique et de catastrophique, avec des dizaines de bureaux de vote qui n'avaient pas ouvert jusqu'à l'après-midi, faute de liste ou de matériel, et que sur le terrain, les délégués n'avaient pas accès aux bureaux de vote. Autre irrégularité observée par l'opposition, des fraudes massives. Et la nuit, avant le jour du vote au Congo-Brazzaville, un des candidats à la présidentielle, Guy Brice Parfait Kolelas, a rendu l'âme. Contaminé au Covid-19, il était malade depuis quelques jours. Sidonie Davila, notre reporter sur place, rapporte l'ambiance à l'annonce de cette nouvelle. Quartier Bas-Congo de Brazzaville, 10 h, heure locale. Ambiance surchauffée au lendemain de l'annonce du décès de Guy Brice Parfait Kolelas, principal opposant de Denis Sassou Nguesso. Sa mort suscite de vives émotions. À 5 h là, quand je suis réveillé, j'ai vu la circulation de la voiture. C'est mou, il n'y a plus de circulation. Je suis arrivé, je dis, petit à petit, je vais arriver jusqu'au chaises de Parfait Kolelas. Quand je suis arrivé au chaises de Parfait Kolelas, j'ai vu la foule jusque sur la ruelle. J'ai demandé la nouvelle si c'était mensonge. Après, il m'a dit, on a perdu notre leader. Il y a quelques jours, ces militants et leurs leaders étaient ensemble lors de la campagne présidentielle. Ils n'en reviennent pas. Certains se sont retrouvés devant son QG pour exprimer leur colère. Très. Ça a eu plus que le mot très même. Très en colère. Pourquoi? Je dis bien pourquoi? Et aujourd'hui, on voit la police partout. Je ne sais pas c'est quoi. Nous, on est en deuil. Nous, ce n'est pas la guerre. On ne veut pas la guerre. On ne crée rien. On est déjà morts, nous aussi. Donc, et puis notre parti, même si le président n'est plus avec nous, notre parti existera toujours. Les membres du staff du candidat de l'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki, se sont retrouvés au siège du parti et ont produit
Une déclaration pour appeler au calme. Le bureau politique présente ses condoléances les plus émues à sa très chère épouse, aux enfants et à la famille de l'illustre disparu. En outre, le bureau politique exhorte l'ensemble des Congolais au calme, à la méditation et de demeurer à l'écoute des directives et orientations du parti. Décédé ce lundi du Covid-19, le candidat du changement Guy Brice Parfait Kolela, 60 ans, part sans connaître les résultats du scrutin présidentiel et pour lequel il a encouragé ses militants à participer massivement. Voilà, et nous terminons ici ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 6h30 Régis Kofi pour un autre point sur l'actualité sur RTI1. D'ici là, portez-vous bien.